Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au séisme ou tremblement de terre, c'est la même chose. Nous allons essayer de comprendre les causes et les conséquences. Donc cette image nous montre les conséquences d'un séisme. Ces conséquences peuvent être désastreuses puisque nous voyons qu'il y a beaucoup de dégâts matériels et souvent il y a aussi des dégâts humains puisqu'il y a beaucoup de blessés et beaucoup de morts. Sur cette carte, nous pouvons apercevoir l'épicentre qui se trouve à côté de Châtelaillon-Plage. L'épicentre d'un séisme, c'est en fait l'endroit où il y a le plus de dégâts. Ça ne signifie pas que à côté il n'y a pas de dégâts, mais plus on s'éloigne de l'épicentre, moins il y a de dégâts. Donc les personnes qui se trouvent à côté de l'épicentre ont quand même ressenti des secousses du sol, mais de façon moins intense. Sur cette vidéo, nous pourrons voir l'origine d'un séisme. Donc en profondeur, à cause de la tectonique des plaques, eh bien il y a des forces qui vont se créer sur la roche, qui va se déformer, on ne le voit pas sur cette vidéo, et au bout d'un moment, ça va casser. Ça se casse au niveau du foyer. Le foyer, en fait, c'est le lieu de la rupture de la roche, et plus la rupture va être grosse, plus la magnitude va être grande. La magnitude d'un séisme, ça correspond à la libération d'énergie au niveau de cette rupture. Un séisme de magnitude 8 aura libéré plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 5, par exemple. Du coup, de ce foyer, de cette rupture de roche, vont partir des ondes sismiques qui vont partir dans les 3 dimensions, et le premier endroit du sol où les ondes sismiques vont arriver, eh bien c'est pile poil à la verticale, et cet endroit, on l'appelle l'épicentre. Je rappelle, c'est là où les dégâts vont être le plus importants. Et plus les ondes sismiques vont s'éloigner, plus elles vont perdre de l'intensité, comme quand on jette un caillou dans l'eau. Et plus elles vont perdre de l'intensité, moins les secousses du sol vont être intenses, et du coup les dégâts vont être de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'épicentre. Nous voyons avec les sismogrammes que, en premier, c'est ici que les ondes sismiques sont arrivées. Donc un sismomètre enregistre les ondes sismiques et ça forme des sismogrammes. Le deuxième endroit où les sismomètres ont enregistré les secousses, c'est ici. Normalement, on devrait voir un décalage dans le temps qui n'apparaît pas sur cette vidéo, et un troisième endroit qui arrivera un petit peu plus tard, avec, normalement, on aurait dû voir aussi un décalage dans le temps de l'arrivée des ondes sismiques. Sur cette image, nous voyons, par exemple, ça c'est aux États-Unis, la déformation des roches. Donc on voit que dessous il y a en réalité une faille avec un bloc qui va vers la gauche, un bloc qui va vers la droite avec la déformation. Donc au bout d'un moment ça va casser. On ne sait jamais à quel moment ça va casser. C'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir un séisme à court terme. Alors que on peut le prévoir à moyen terme ou à long terme. On sait qu'il va y en avoir un, mais on ne sait pas quand. Et là c'est une fois que le séisme a eu lieu, on voit ici la faille qui arrive jusqu'en surface. La faille la plus connue est la faille de San Andreas qui se trouve à l'ouest des États-Unis, en Californie. Elle fait 1300 km de longueur, donc plus grande que la France, et elle parcourt des villes comme San Francisco et Los Angeles. On sait que cette faille est en train de jouer, c'est-à-dire que des forces s'accumulent et elle se déforme, elle va finir par casser, mais on ne sait pas quand. On attend donc un grand tremblement de terre qui s'appelle le Big One. Sur ce document, ici nous avons donc l'épicentre du séisme, c'est donc de là que sont parties les ondes sismiques. La première station à avoir enregistré les ondes sismiques s'appelle ici MFF, donc on voit l'arrivée des ondes à cet endroit-là, puis les ondes ont continué à parcourir du chemin, elles sont arrivées 20 secondes plus tard à la station RJF, et elles sont enfin arrivées avec une intensité moindre à la station LMR, au bout d'à peu près
1 minute, 1 minute 10. Elles mettent donc à peu près 1 minute à parcourir toute la France. Des ondes sismiques vont en réalité à 15 km par seconde. Donc comment est-ce qu'on peut savoir qu'un tremblement de terre est dû à des ondes sismiques? Il faut montrer que les endroits ont été touchés avant d'autres, notamment grâce à l'arrivée des ondes sismiques à des heures différentes dans les différents points, et aussi montrer que les ondes ont perdu de l'intensité, et ça on peut le voir grâce à des cartes d'intensité, puisque les dégâts n'ont pas été les mêmes au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'épicentre. Nous terminerons par l'aléa sismique. L'aléa sismique, c'est la probabilité qu'un séisme survienne, et les séismes ne sont pas répartis n'importe comment sur la planète. Tous les points rouges correspondent aux endroits où il y a régulièrement des séismes. Par exemple, ici, au sud des États-Unis, au Mexique, il y a beaucoup de séismes. Donc l'aléa sismique est élevé. En revanche, ici, au cœur du continent européen, il n'y a jamais de séisme, donc on dit que l'aléa sismique est faible. Si on s'intéresse à la France métropolitaine, eh bien, il va falloir regarder où est-ce qu'il y a des failles. Donc ce document montre les endroits de France où il y a le plus de failles. Là où il y a le plus de failles, c'est dans les montagnes, donc au niveau des Pyrénées, au niveau des Alpes. Il y a aussi des failles en Bretagne, parce qu'avant il y avait une montagne à cet endroit-là. Les autres failles que l'on voit ici ne sont pas actives. Elles existent, mais elles ne cassent jamais. Donc ici on voit que l'aléa sismique est plus élevé au niveau des montagnes. Si l'enjeu est élevé, c'est-à-dire s'il y a beaucoup d'habitations, eh bien le risque sismique va être beaucoup plus élevé, c'est-à-dire qu'il fera forcément plus de dégâts et plus de victimes humaines. En revanche, si l'enjeu est faible, c'est-à-dire s'il y a très peu d'habitations, même s'il y a un gros séisme ici, il n'y aura pas beaucoup de dégâts ni de victimes humaines. Pour terminer, les moyens de prévention qui sont utilisés pour réduire les dégâts, eh bien, c'est deux choses. Première chose, faire des fondations des immeubles aux normes parasismiques ou antisismiques, c'est-à-dire qu'on met des bouts de caoutchouc en dessous des immeubles pour absorber les ondes sismiques. Comme ça, les immeubles tiennent mieux. Deuxième possibilité, c'est d'éduquer la population, notamment les jeunes, à savoir réagir face à un séisme. Donc ils vont faire des exercices de simulation d'un séisme. Tout ça, ce sont des moyens de prévention, c'est-à-dire comment limiter les dégâts en cas de séisme, puisque on ne peut pas arrêter un séisme. Voilà.